Oui, j'ai le sentiment Oui. d'être un gros tryharder, pour prendre un terme, tu vois, de mode Gen Z, De gamer de jeux de vidéo. gros gamer. Non, en vrai, je suis un tryharder sur des trucs, ouais. Presque assez obsessionnel, un peu autistique à certains moments même. Et c'est d'ailleurs ce truc-là qui a fait un des plus gros succès de la chaîne. C'est que j'étais le genre de mec, quand je m'intéressais à un sujet, à creuser et à lire tout ce que je pouvais sur le sujet. Et puis après, en fait, à force d'en faire des trucs comme ça, par exemple, un jour, je me suis beaucoup intéressé à la vie de Marine Le Pen. J'en ai sorti une vidéo. Ça a beaucoup mieux marché que les autres vidéos que j'ai fait. Puis du coup, j'en ai fait, je sais pas, genre 45. C'est les histoires que je publie sur YouTube. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Un jeudi sur deux, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Putain, Gaspard, donc tu es venu dans mon podcast en février 2021 et je crois que je venais de m'installer tout juste dans cet appart et je m'étais rendu compte effectivement que je captais les ondes radio. C'était très drôle par ailleurs. Particulièrement dans ton... Il y avait de la pub qui passait au fond. C'était pas Acast qui avait placé la pub. Non, c'était vraiment... C'était juste... et donc désormais j'ai un petit filtre, tu vois, qui vient capter qui vient flinguer les ondes AM, parce qu'apparemment c'était ça. Incroyable. C'est fou, hein, ce qu'on a vendu. Non mais vraiment, je te jure, hein, tu veux faire un podcast et tout, tu te dis bon bah c'est bon, je vais juste acheter un micro, un enregistreur et puis voilà quoi. Pas du tout. Tu captes de la pub à un moment donné dans ton truc. Bienvenue Gaspard. Merci Fab. Welcome back donc. Fab Flo. Gaspard G. Bah, on a la même maladie. On a les deux, notre prénom et notre nom commencent par la même lettre. Ah ouais, mais toi ça va, Moi ça fait GG, FF c'est mieux. GG ça fait un peu Gérard. GG ça fait ça va GG. Ouais, exactement. T'es au bar. Voilà, donc je n'utilise pas cette double lettre. Alors que toi elles sont partout, jusque sur tes bonnettes de micro. Ouais, bah disons que tant qu'à faire autant y aller à fond quoi. Mais t'as remarqué que c'était FF Enfin. Non mais il y a plein de gens qui le voient pas. Et après quand ils le voient c'est un peu comme le C de Carrefour, tu sais. Tu vois plus que ça. Ouais. Tu sais que j'ai un vrai problème avec le logo Carrefour pour le coup. C'est vrai que dès que je passe devant, j'ai un petit moment, ça et la caisse d'épargne. Et ton logo maintenant du coup. Espèce de mindfuck pas possible. Bon Gaspard, merci, bienvenue. Mais merci à toi. Bienvenue dans l'Histoire de succès, ça me fait plaisir de t'avoir là. Donc t'étais déjà venu dans Histoire de mec. C'est vrai. Dans un épisode où tu t'es livré longuement sur ton histoire de mec certes, mais beaucoup sur ton passé de la masculinité de manière générale, mon rapport à ça. Ton passé de petit garçon, ton expatriation aux États-Unis, ta découverte du milieu gay californien, si je me souviens Ouais, exactement, bien. absolument.
Très très bonne mémoire. Énorme mindfuck pour toi à l'époque. Et ton retour en France et ton envie de bagarrer que j'avais découvert là, où tu voulais. Tu tapais les gens. Quoi. Ouais, Voilà, j'étais très c'était- très bagarreur quand j'étais ado, étudiant. Incroyable. Plutôt à Montréal par ailleurs. J'ai un peu laissé ça là-bas. Ah, Et ok, c'est tant ok. mieux. Oui, oui, Ouais, mais c'est très bien. C'est très que bien. t'as laissé ça là-bas. Et depuis, je suis une psychanalyse. Et c'est très très bien. Incroyable. Donc, tu veux dire qu'il faut qu'on fasse bientôt un épisode 2 sur Gaspard post-psychanalyse? Non, mais je sais pas. Mais par contre, en tout cas, ce qui est vrai et ce qui est drôle, c'est que moi, historiquement, évidemment, je connaissais Mademoiselle parce que j'étais un fou de Ah médias. oui, c'est vrai. Mais j'ai aussi beaucoup écouté Histoire de Daron. Mm. Et donc, Incroyable. ce qui est marrant, c'est que je suis passé sur tout maintenant, sauf Histoire de Daron. Bientôt. Eh ben justement, j'y réfléchissais en venant, je fais ah putain, ça passe quand même cette histoire. Et donc non, ouais, Histoire de mec une première fois, c'était une super, c'était à mi-chemin entre le podcast, l'interview et la thérapie. Mm. Mais je crois qu'on te le dit souvent. Et là, on est un peu dans la même posture, sur ce même divan. Ah bah oui, c'est un canapé. Donc ça me va bien. Tu me diras si tu prends la carte ou le chèque à la fin. Tu sais qu'il y a tous les gens qui qui sont en thérapie d'une manière générale, souvent ils viennent me dire mais combien je te dois quoi. Ouais, je peux voir pourquoi. Écoute, je me rends pas compte moi parce que je suis pas la sensation d'être un psy ou quoi que ce soit. Quoi, tu vois. Doctolib.com/FabFlorent. N'hésitez Wow. pas, prenez un RDV. Merci beaucoup d'être là. Et effectivement, peut-être on pourra faire Histoire d'argent de ces quatre si tu veux. Bah, oui, si tu veux. Surtout que là, Histoire d'enfoncer une bonne fois pour toutes ton image de mec de droite. avec plaisir. Ben non, mais ce serait hyper intéressant parce que pour le coup, ouais, j'ai eu un shift dans mon pouvoir d'achat de mes 20 à 26 ans, mais qui est astronomique. Bah mais oui. comme beaucoup de jeunes gens que tu dois recevoir, j'imagine. Ça dépend sur quel podcast, mais en l'occurrence sur Histoire de succès, j'en ai écouté quand même un certain nombre. Et c'est vrai que parfois, quand tu arrives à t'épanouir dans un milieu, que ce milieu-là te reconnaît, tu arrives à en tirer du blé, à avoir tout un le monde, salaire hein. de ça. Non, pas tout le monde, mais Mais c'est cool que tu t'en sois arrivé quoi. mais voilà. Et donc, à partir d'un moment, mais je suis pas millionnaire non plus, mais à un moment donné, c'est vrai que quand on commence à gagner un peu de blé, ça pose plein de questions. Et je pense que c'est important d'avoir ça. Hein. Déjà, tu vois, l'un des trucs que j'essaie de faire, c'est de plus parler de blé, de thunes, de machin, c'est de parler d'argent. T'as Tu vu sais, un peu comme le fait que ce soit un gros mot, comme si on n'osait pas le prononcer, argent. Ouais, c'est vrai. Plutôt que de dire pénis ou vulve, tu vois, on dit chat ou bite ou machin, tu vois, un peu comme les mots du sexe. Mais- Ça se- Puis définir les gens aussi. On dit rarement de quelqu'un, d'une personne noire qu'elle est noire. Moi, j'entends beaucoup de gens dire ah oui, c'est un black, Mhm. etc. L'anglais aussi est une manière de détourner le sujet. Oui. C'est assez marrant. Tout à fait. Tout à fait. Mais on n'est pas là trop pour parler de ça. Non, a priori, mais bon, moi, On tu peut- sais, on peut parler de tout. Je parle de tout. Hein. Donc, t'es youtubeur aujourd'hui, pour les gens qui te connaissent pas. Est-ce que tu te présentes comme youtubeur déjà? Parce que c'est intéressant, parce que t'es multicasquette, on va en parler, tu fais plein de choses. Disons que l'une des plateformes sur lesquelles tu t'es le plus épanoui et que tu continues de t'épanouir, puisque tu viens de passer là les 800 000 abonnés sur ta chaîne. Aujourd'hui même, ouais. Incroyable. C'est plutôt YouTube. C'est plateforme. plutôt YouTube. Moi, j'aime bien. Historiquement, pour que les gens me situent, je dis je suis youtubeur. Ok. Déjà parce que c'est la plateforme de ma génération, c'est la plateforme qui m'a vu naître et puis sur laquelle j'ai grandi aussi. Mais aussi parce que les étiquettes aujourd'hui, c'est devenu un peu ringos. J'ai l'impression de se définir. Et puis on vit dans un monde qui est tellement en changement. Est-ce que Ringos, c'est pas Ringos déjà? C'est un peu ringos. Non, mais Après, c'est toi le jeune, hein, tu tout vois. j'en sais est- rien. je suis un jeune vieux, moi, sur beaucoup d'aspects. On Faut parlait- faire attention, tous les chanteurs que j'écoute sur Spotify sont morts. Voilà, déjà, c'est un fait. Non, mais le monde va tellement vite que tu te définissais hier comme youtubeur, sauf qu'aujourd'hui, la plupart des créateurs de contenu, ils sont multiplateformes, Mm. et du coup, déjà, ça n'a plus de sens. Alors que youtubeur, on avait à peine ancré le mot, nos grands-mères commençaient à peine à comprendre le mot, que déjà, le mot ne fonctionnait plus pour pouvoir définir clairement ce qu'était notre métier. C'est vrai. Et puis, de manière générale, j'aime pas non plus avoir une étiquette, donner des étiquettes trop du monde d'hier. Par exemple,
dire je suis producteur de contenu, journaliste ou producteur, j'ai une société de production, mais dans les faits, c'est ce que je suis. Hein, pour le fisc, j'ai une société de production, je suis producteur de contenu, je suis agent d'une certaine manière aussi. On va en parler. Et on en parlera. Mais, Plein de casquettes. Mais voilà, plein de casquettes différentes. Mais oui, ce que j'aime, et mon premier job, c'est de créer du contenu qui parle d'actualité, de société et de politique sur YouTube. Ok. C'est déjà, voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, effectivement, t'es sur plein d'autres plateformes, on en parlera aussi parce que t'as fait quelques buzz sur Instagram notamment. Ouais. Post-Covid. Je sais même pas si c'est souhaitable de faire des buzz comme ça. Je pense que la réponse aujourd'hui c'est non. Mais oui, j'ai fait quelques buzz comme tu dis. J'ai Verino, tu sais, qui est passé dans mon podcast et qui disait que lui, il était très heureux parce que Verino est un humoriste qui a mis des années à construire sa carrière, etc. Et il racontait justement que lui, il était très heureux de pas avoir fait de buzz parce qu'il dit c'est comme si en fait on t'emmenait en haut de la montagne, tu vois, en gros, la fin de ton succès, c'est tout en haut d'une montagne. En fait, il faut quand même vachement mieux être capable de la monter à pied et de galérer et d'avoir le matos qu'il faut, etc., plutôt qu'on vienne te parachuter en hélicoptère tout en haut et qu'on te dit « Allez, salut, bon courage !» Je trouvais que la métaphore est incroyable. Quoi. Ça marche très très bien. C'est vrai que ça marche très bien. Et surtout qu'une fois qu'on t'a parachuté, souvent on te ramène en bas, très vite. Oui. Et on te dit « T'as kiffé ? Allez hop, tu reviens en bas. » Moi, j'aurais plutôt dit on te laisse là-haut, quoi, tu vois, et démerde-toi. Et en fait, quoi qu'il arrive, tu vas... Et t'es pas équipé, donc généralement ça tu va tombes. être compliqué. C'est un peu comme les gagnants de la Starac. Un gagnant de la Starac, pour moi, c'est un peu ça. C'est peut-être l'exemple le plus clair aujourd'hui qu'on a en France sur un succès qui est parachuté et qui sera remplacé naturellement, sauf grande exception, quoi. Mais aujourd'hui, je pense à ça parce qu'on enregistre ce podcast une semaine après la finale de la Starac saison 2 de la nouvelle version du Coupe de Starac. Déjà, rien que ça. Déjà c'est fou. Retour en arrière, nostalgie de dingue et tout. Moi, j'écoute à fond, j'adore. Ah ouais ? Ah ouais, je suis fou. Je suis fou de la Starac. Ça te renvoie à tes années collège ? C'est un peu régressif, c'est un peu un délire régressif où je suis devant, etc. Et j'aime bien, et j'aime beaucoup. Mais mais un gagnant de la Starac, c'est incroyable parce que du jour au lendemain, ça prend 1 million d'abonnés sur Instagram. Et puis derrière, il faut convertir, quoi. Faut réussir, ouais. Et c'est vrai que t'as pas eu le temps de te forger t'es en haut de la montagne, je vais continuer cette métaphore, t'as pas eu le temps d'avoir les bonnes chaussures, les bonnes raquettes, les bons trucs, et t'es en Converse, quoi, en haut de la montagne, mais tu glisses, tu tombes. Voilà, fin de l'anecdote. En t-shirt. Fin de la métaphore. Dans la merde. L'une des questions que je vais poser de plus en plus, tu vois, par exemple à mes invités, je me rends compte que je le fais pas assez, c'est est-ce que tu as la sensation, tu es dans l'histoire de succès et tu as la sensation d'avoir du succès, toi, aujourd'hui ? Waouh. Est-ce que quelque part tu mérites cette invitation dans l'histoire de succès ? Il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu m'invites ? En fait, moi je pense que ce serait pas... le succès, c'est tellement relatif, c'est tellement bizarre comme mot. C'est plutôt, ce serait plutôt autour du parcours. Parce qu'un parcours, c'est long. Et un parcours, c'est laborieux. Et tu as énormément d'obstacles. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est que je suis tellement pas... Honnêtement, pour être à ma place aujourd'hui, je suis de très très loin pas du tout le plus intelligent, pas le plus beau, pas le plus... j'ai pas fait des études de dingue pour parler de ce dont je parle aujourd'hui. J'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas fait d'école de sciences politiques. Donc, en gros, je suis pas très légitime. J'ai pas fait d'école de ciné non plus sur la forme. Alors, qui je suis, putain, pour pouvoir parler et prendre cette place-là ? Un imposteur ? Et là-dedans, je crois que la réponse, et j'ai essayé de la construire justement avec ce cher psychanalyste qui est très très bon, mais c'est que à la fin, je suis de très loin, parmi plein d'exemples que j'ai dans mon entourage et qui voudraient faire mon job, celui qui a le plus envie. Et j'ai des crocs qui ont été donnés par des darons tu vois, d'une classe moyenne sup de droite, mais qui a bien galéré à obtenir son putain de statut, sa putain de piscine creusée et son putain de SUV pour pouvoir conduire les gamins, tu vois. Et comme eux, ils se sont battus sur ce truc-là, ils nous ont transmis à mon frère, ma sœur et moi cette envie de fou de se battre pour avoir et conserver quelque chose et garder ce truc-là. Donc, si tu veux, je suis un peu un bulldog, c'est-à-dire que je vais vraiment un bulldog ou un pitbull ?
Un pitbull, pardon. Oui. Tu as raison, c'est le pitbull plutôt qui s'acharne. C'est le pitbull. Mais il y a un peu de ce truc-là, tu vois, de vraiment, putain, je pense qu'à ça. Donc quoi, mon job, tout le temps. Et j'y pense depuis 15 ans, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai 800 000 abonnés. Pardon, mais c'est pas un succès. Je me suis battu comme un ouf. J'ai fait des sacrifices de fou furieux pour arriver à faire connaître un petit peu mes vidéos. Et n'importe qui aurait passé autant de temps que moi sur ce truc-là aurait fait mieux. Tu trouves? Ouais. Tu crois? J'ai passé tellement de temps. C'est un truc de fou. J'ai passé des nuits blanches entières à fomenter des plans, à essayer de construire des stratégies de distribution de contenu, à benchmarker ce que faisaient de positif les médias américains en termes de renouveau de l'information, puisque c'est vraiment là-dedans que je suis. Je connais YouTube comme je pourrais être un petit guide de YouTube, je pourrais être le Clippy de YouTube, tu sais. C'est-à-dire, avez-vous pensé à regarder ce truc? Le trombone de Word. En vrai, je sais même pas s'il existe encore. Ouais, je sais pas. Mais tu vois, j'ai vraiment digué le truc à fond les ballons et j'ai essayé d'y aller. Donc non, je sais pas si j'ai du succès, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai essayé de construire quelque chose qui a du sens. Et c'est ça, en fait, ma plus grande force et mon plus grand actif de vie. Alors, c'est bizarre de dire ça à 26 piges, parce que j'ai que 26 piges, mais c'est que je sais comment je suis arrivé là. Et alors que quelqu'un qui est parachuté, comme on prenait la métaphore tout à l'heure, quelqu'un qui est parachuté là et qui n'a pas compris les rouages et de quel obstacle, etc., ce sera difficile pour lui de reprendre une fois qu'il a chuté. Alors que moi, si je chute de quelques étages, honnêtement, j'ai gravi le dernier palier, donc je pourrais y retourner, je crois. Merci à Verino donc, pour cette métaphore. Mais c'est super comme métaphore. Que tu pourras filer au fil des podcasts. Je la filer. Mais effectivement... je vous mettrai le lien de l'épisode de Verino dans les notes si vous voulez aller l'écouter, parce qu'on parle de ça et c'est très intéressant. Tu disais tout à l'heure que tu fais ça depuis longtemps. C'est-à-dire que tu es sur YouTube depuis, quoi, t'as 12, 13, 14 ans, c'est ça? En vrai, j'ai des chaînes YouTube depuis que j'ai 10 ans. Wow. Donc ça fait 16 piges que je fais ça. Ça fait 16 piges et j'ai toujours pas 1 million d'abonnés. Tu vois, non mais on peut mettre ça en perspective aussi et expliquer aux jeunes qui écoutent peut-être, ou des personnes moins jeunes qui auraient envie de se lancer sur Internet, que putain, mais des succès, des buzz, des mecs et des nanas qui percent du jour au lendemain et qui construisent une carrière durable ensuite sur le temps long, il y en a pas, ou très 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 peu. L'écrasante majorité des gens aujourd'hui qui sont reconnus pour ce qu'ils font, ce sont des besognards qui ont continuellement voulu comprendre cet écosystème et qui à un moment donné pensaient être sur un bon versant de la vallée, et en fait ils se sont pris un tollé et puis ensuite ils se redémarrent. Okay. Et je pense que c'est ça une carrière de manière générale. T'as la sensation d'être un besognard, comme tu dis, besogneux, je sais pas. Besognard, je sais pas. En fait. Oui, j'ai le sentiment d'être un gros tryharder, pour prendre un terme, tu vois, de ma Gen Z. De gamer de jeux vidéo. De gros gamer. Non, en vrai, je suis un tryharder sur des trucs, ouais. Presque assez obsessionnel, un peu autistique à certains moments même. Et c'est d'ailleurs ce truc-là qui a fait un des plus gros succès de la chaîne. C'est que j'étais le genre de mec, quand je m'intéressais à un sujet, à creuser et à lire tout ce que je pouvais sur le sujet. Et puis après, en fait, à force d'en faire des trucs comme ça, par exemple, un jour, je me suis beaucoup intéressé à la vie de Marine Le Pen. J'en ai sorti une vidéo. Ça a beaucoup mieux marché que les autres vidéos que j'ai fait. Et puis du coup, j'en ai fait, je sais pas, genre 45. C'est les histoires que je publie sur YouTube. C'était la première vidéo où tu racontais l'histoire de... Voilà, exactement. d'un personnage politique, quoi, finalement. Exactement. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir ce truc-là, un peu cette espèce d'un jour un destin de notre génération. Un jour un destin. Mais ouais, mais j'aime bien, moi, faire des liens comme ça. Ouais, t'as raison. Parce que des fois, tu sais, on est quand même dans un écosystème et avec des gens qui ont un peu toujours l'impression d'avoir inventé la roue. Et moi, je pense que c'est important aussi d'arriver et de dire, gars, t'as 25 ans, tu dis, on va faire un truc qui a jamais été fait. J'ai mis 2 personnes qui n'étaient pas d'accord et on a ouvert les micros. Ok, d'accord. Dire, depuis l'ORTF, ça existe, ton badard. La radio. Puis même avant, en fait, les débats publics sur... Mais c'est clair. Sur les...
Et je trouve que c'est important, déjà, pour faire redescendre un peu des mecs et des nanas qui ont l'impression d'avoir sempiternellement réinventé la roue, mais aussi pour pouvoir réparer un peu ce clivage générationnel qu'il y a dans les usages et dans la manière de consommer du contenu. Quand tu dis, Squeezie, quand tu fais des histoires d'horreur, etc., sur ces threads d'horreur, c'est le Pierre Bellemare de sa génération, ta grand-mère, tout de suite, elle comprend beaucoup mieux qui est Squeezie pour toi. Ouais. Je trouve que c'est important. Ouais, c'est trop intéressant. Et c'est vrai que, globalement, les médias traditionnels ont tellement inventé de trucs et nous ont aussi bercé, nous, en tant que... Tu vois, le jour où j'ai compris l'importance du rendez-vous chez Mademoiselle. C'est vrai. Et en fait, avant ça, j'en avais rien à foutre. Je diffusais des trucs comme ça, random. Et puis un jour, je me suis dit, non, mais en vrai, les gens, ils adorent les rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le dimanche, à 19h, à l'époque, il y avait 7 à la 1, quoi, tu vois. Et en fait, les gens qui regardaient 7 à la 1 à 19h, où il y avait le film du dimanche soir, tu vois. Ou Koh-Lanta, c'était le vendredi. Est-ce qu'on se souvient le jour où Koh-Lanta, sur TF1, ils ont décidé de repasser le mardi ? T'es là, mais what the fuck, qu'est-ce que vous faites, les gars ? Ça fait 20 ans que 15 ans que Koh-Lanta est diffusé le vendredi. Et là, vous changez, putain ! C'est vrai que ça fait partie des rendez-vous importants. C'est important d'avoir des repères aussi dans un monde qui part tellement en cacahuète. D'avoir des... Tu trouves vraiment que le monde part en cacahuète ? Moi, cette expression. Non, mais je trouve que le monde part en couille. Je trouve qu'on est dans un monde qui, globalement, il y a 10 ans, on aurait pu difficilement imaginer ce qui allait se passer, tu vois, de 2014 à 2024. Que ce soit à l'élection de Trump, le Covid-19, la montée, globalement, des chefs d'État hyper populistes, l'extrême droite un peu partout, que ce soit en Argentine, en Italie, que ce soit en Hongrie, en France. Moi, en 2027, par exemple, je fais partie d'une poignée de personnes qui se disent aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas le dire très fort, mais Marine Le Pen, pour moi, sera élue présidente de la République en 2027. J'ai une conviction assez forte là-dessus. Tout peut changer et rien n'est joué, mais je trouve qu'il n'y a aucun héritier naturel dans les autres camps. Et aujourd'hui, on n'a pas d'héritier naturel dans la Macronie qui pourra faire barrage. C'est sûr. Et c'est pas Gabriel Attal qui aujourd'hui réussira à porter le flambeau de la succession d'Emmanuel Macron. Tout est possible. Et là, notre très courte histoire ces 10 dernières années nous l'a montré. Je pense que... Et puis, quand même, un sujet, l'éléphant dans la pièce, la merde extraordinaire que représente le réchauffement climatique. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on a des preuves tous les jours. Là, j'étais en montagne ce week-end. Ouais. Putain, mais des endroits que je fréquentais il y a 5 ans, il y a plus de neige. Et mais c'est pas sur ok, on a perdu 5 cm, tu sais, comme avec le niveau de la mer. Non, c'est sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de mètres, on a perdu du niveau d'enneigement. Aujourd'hui, c'est hyper palpable, même à l'échelle à l'œil nu. Et donc, évidemment, tout ça crée un terreau qui d'analyse de dingue. Et donc, du coup, je pense que c'est important aussi, tu vois, dans cette démarche-là, de faire de la vulgarisation, d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et je pense que dans un monde aux enjeux hyper complexes, celles et ceux qui expliquent gagnent. Ok. C'est pour ça que je me porte candidat à la présidence. Pour succéder à Macron, on y revient toujours. Non, mais je fais des vannes depuis tout à l'heure parce que les gens ont tendance à venir. En fait, t'as une position très complexe, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'à gauche, les gens disent que t'es à droite, et qu'à droite, les gens disent que t'es trop à gauche. Ouais, de fou. Ce qui est, a priori, je crois, plutôt la bonne position. C'est-à-dire que quand t'as les deux camps opposés qui sont en train de te renvoyer du caca sur la gueule, peut-être que t'es au bon endroit. Je sais pas, parce que du coup, ça veut dire que tu vois, si je vais à la fête de l'UMA, je suis pas la bienvenue. Et si je vais, je sais pas, à Valence, je suis allé à un congrès des Républicains pour faire un débat l'autre jour. Enfin, l'autre jour, c'était il y a quelques mois, avec Éric Ciotti et l'extrême, pardon. Lapsus. Non, mais l'ultra droite, qui est aujourd'hui devenue une partie de l'aile des Républicains, qui est d'ailleurs une aile majoritaire, la plus puissante au sein du camp LR. J'étais pas du tout la bienvenue non plus. J'étais un espèce de woke progressiste. On me regardait de travers. Donc,
Mais ma position politique, elle est pas. Ça veut pas dire que je suis macroniste pour autant. Moi je me considère, si tu veux, de gauche, mais je suis pas Nupes. Je suis un progressiste. Je suis souverainiste. Et un souverainisme de gauche, c'est quand même assez particulier. Je crois qu'on doit augmenter considérablement notre capacité à produire en interne, être fier. Je suis patriote aussi, donc c'est très bizarre d'être patriote et de gauche. Mais à la fois, je pense qu'il faut drastiquement augmenter la part de l'imposition des boîtes de manière générale, et particulièrement des boîtes étrangères américaines, par exemple, qui font beaucoup de bif comme Amazon, et qui payent quasiment pas un copec d'impôt en France, alors qu'un entrepreneur est taxé à 28% d'IS chaque année. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de définir, comme tu l'as dit, mes opinions politiques sur un spectre. Je la dilue un petit peu quand même. J'ai une forme d'engagement dans mon édito, peut-être un peu plus, tu vois, qu'un Hugo Décrypte. Hugo, il décide de faire un pas de côté par rapport à ses opinions. Moi, j'ai une forme d'engagement un peu plus prononcée, mais je suis pas non plus un éditorialiste, je sais pas, à la Charles Consigny ou Émeric Caron. C'est pas ton but non plus, quoi. Non, pas du tout. Et en fait, j'ai envie d'être vu et d'être écouté par tous. Maintenant, oui, je pense que c'est très compliqué de renier ses propres biais quand on essaye de construire quelque chose, un texte qui va parler d'un sujet politique. Forcément, ce sera pas au goût de tout le monde dans la manière dont tu vas l'énoncer. C'est sûr et certain. Et surtout, j'ai un peu l'impression dans le climat actuel dans lequel il faut à tout prix prendre parti. Et surtout, faut choisir son camp, quoi. Si tu choisis pas ton camp, c'est pas bien. C'est clair. Et du coup, moi, je décide d'en choisir aucun. Ce qui est un peu particulier comme posture, mais je crois que c'est sain parce que ça permet de douter aussi. Et moi, j'essaye de... aussi parce que c'est dans ma personnalité, mais de douter continuellement sur énormément de sujets et de cultiver ce doute-là. Et je trouve que c'est important parce que, en fait, la raison pour laquelle aussi je crois qu'il y a une vraie défiance envers les politiques, c'est que on a demandé longtemps à nos politiciens et politiciennes d'avoir un avis sur tout et le plus tranché possible. Alors qu'on le voit par exemple sur le Covid-19, c'était impossible d'avoir un avis très clair. Ouais. Le port du masque, par exemple, c'était énorme, espèce de retournement de veste en 2 semaines sur le discours officiel. En fait, c'est sain parfois de dire je sais pas, mais je vais me renseigner. Et c'est ta position. C'est continuellement un peu ma position. Ouais. J'essaie de continuellement éveiller ma curiosité à plein de sujets. Et honnêtement, je peux avoir des prises de position à certains moments. Et je suis souvent content quand on vient me voir et qu'on me dit non, en fait, là, t'as dit de la merde, là, ta pensée fonctionne pas pour telle et telle raison. Et ça m'est arrivé un certain nombre de fois de changer radicalement d'avis sur un truc et de dire ok. C'est quoi les trucs sur lesquels tu as changé d'avis là, dernièrement qui te viendraient ? Bah, moi, il y a une question qui est très compliquée. C'est je suis très progressiste comme garçon. Et tu t'en as parlé, il y a cet aspect-là du mariage gay. Et donc, évidemment, moi, je suis pro-mariage gay. Je suis un défenseur assez fort des droits des LGBT et de manière plus prononcée des homosexuels. De par mon histoire perso, de par... On vous renvoie à ce fameux épisode. Voilà, exactement, on fait du lien. Sauf que, paradoxalement, à côté de ça, je suis vraiment anticommunautariste. Et dans cette logique anticommunautariste, je crois que c'est dommage à certains moments qu'une partie de la communauté LGBT, et je parle des LGBT, mais je pourrais parler de toute autre forme de minorité qui est aujourd'hui visible en France, qui dirait, voilà, moi, en tant que X, voilà ce que je pense. Comme s'il y avait une assignation à résidence de pensée et de dire, tu dois penser comme ça parce que ton groupe pense comme ça. Est-ce que, par exemple, je vais prendre un autre exemple, une personne qui... j'ai eu l'occasion de faire une conférence récemment et une personne commençait chacun de ses discours par, voilà, en tant que personne noire, homosexuelle et
je sais plus ce que c'était exactement, mais il y avait trois étiquettes communautaires affichées, et chacune de ces prises de parole commençait par ce truc-là. Et moi, j'allais dire, mais je vais prendre un nom d'emprunt pour. J'allais dire, mais Claudia, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Nous, on veut savoir ce que toi, tu en penses. Parce que ton groupe t'invite à penser. Et je pense que c'est hyper important de cultiver aussi une forme de pensée individuelle, parce que oui, il y a des choses qui dysfonctionnent à balle et il faut pouvoir les combattre. Mais en gros, ma position de toujours, ça a été les gars, les nanas et les autres, peu importe la manière dont vous vous définissez, pensez pour vous-même, pensez pas pour le groupe. Et puis, j'ai un de mes potes qui est gay et qui m'a dit « Ouais, mais gars, c'est important d'avoir des rôles modèles, c'est important d'avoir des communautés auxquelles se rattacher, c'est important d'avoir, quand tu as l'impression d'être exclu de tout, un endroit où tu es la bienvenue partout. » Et je trouve que c'est... et ça m'a un peu fait changer d'avis. Et puis, ça me fait aussi réaliser mes propres biais, tu vois, de mecs blancs, hétéros, cisgenres. Et d'un autre côté, t'es un peu le neutre, toi, dans cette société actuelle. Je dis pas que c'est sur la roue de l'intersectionnalité. Sur la roue de l'intersectionnalité, je coche quasiment toutes les cases. Ok, j'ai été élevé à la campagne. Good. Super comme difficulté. Mais je pense pas qu'il faille considérer chacune des paroles de chaque individu dans ce pays par cette assignation communautaire. Tu vois, et en même temps, c'est un long débat. Et puis la communauté, ça aide aussi à venir se positionner, ça aide à... Enfin voilà, il y a plein de bonnes... Mais en fait, je comprends quand tu dis aussi c'est important de garder son propre libre arbitre, quoi, tu vois, par rapport à quel point l'appartenance à une communauté peut aussi parfois peut-être t'enfermer, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et t'obliger à venir penser de telle ou telle manière, quoi. Mais du coup, j'essaye de faire attention, tu vois, de pas être dans un... En fait, je suis très ouvert à ces idées, aux nouvelles idées, aux nouvelles réalités. Bon, qui ne sont pas des nouvelles réalités, mais c'est juste réalités dont on parle aujourd'hui, quoi. Exactement. Oui, tu as raison. C'est plus correct de le dire comme ça. Ceci étant dit, comme beaucoup de jeux français, je pense, en fait, je suis souvent un peu fatigué par les discours d'une partie de la gauche aujourd'hui, qui poussent un peu trop, à mon goût, à l'autoflagellation un peu permanente. Okay. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup de Français qui me rejoignent, et ça se traduit dans les urnes. Et c'est pour moi un combat un peu contre-productif de la gauche, tu vois, qui peut être dans une logique très anthropophagique de s'auto-bouffer et de s'auto-tirer dessus, où à la fin il n'en restera qu'un, tu vois. C'est Koh-Lanta un peu cette histoire. Mais voilà, et je trouve ça dommage parce que, vraiment, dans ma sensibilité profonde, je me sens de gauche, mais sur trop d'aspects aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choix désastreux qui sont faits, et qui donnent du crédit, en fait, à... Mes parents, par exemple, qui sont des bons mecs et nanas de droite, tu leur... C'est d'un milieu catho aussi. Hein. Ouais, assez catho, etc. Du nord, exact. De la France. Mais comme toi. Oui, mais alors je crois que moi, je viens moins d'un milieu catho que toi. Oui, mais voilà. Mais très... mais quand même d'éducation... strict, voilà. Catho, enfin, j'ai été animateur de pastoral, enfin voilà. Ouais, tu vois, ça par exemple, je coche pas cette case. Tu vois, j'ai pas fait ça. Non, moi, j'ai fait beaucoup de sacrements sur l'échelle du truc. Mais, et aujourd'hui, je suis un laïcard de première, comme quoi... Mais c'est l'imbécile qui change pas d'avis. Ouais, exactement. C'est ça, cultiver le doute constamment. Mais je pense que ça vient un peu de ça d'ailleurs. Quand on essaye de te mettre et de te marteler toute ta jeune vie d'enfant, des espèces de trucs de... Puis tu apprends bien, Adam et Ève, le bien, le mal, et puis après il y a la Genèse, et il y a le Big Bang, et tu fais, attends, lequel je dois choisir du coup entre les deux? C'est compliqué. Voilà. Et donc du coup, dans cet aspect-là, j'essaye de cultiver ça. Non, mais juste pour revenir et terminer mon idée là-dessus, mes parents, tu vois, qui sont bien de droite, bien catho, etc., tu leur présentes un de mes potes homo, trans, etc., il n'y aurait absolument pas de souci. Par contre, quand eux doivent... quand on leur dit non, mais là tu peux pas affirmer que cette personne-là n'est pas un homme ou une femme, et que tu leur réponds un peu violemment, et que tu ne les accompagnes pas vers ce progrès,
forcément, ils sont en réaction. Comme énormément de gens de plus de 50 ans en France, et ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, elle nous fait chier Sandrine Rousseau. Et la pauvre, elle est aujourd'hui devenue un des visages d'une partie de la gauche hyper communautariste qui s'enferme par moments dans des luttes et qui ne convainc plus personne, mais qui ne fait que s'autodétruire à certains moments au sein de son camp. Et voilà, donc dans cette logique-là, moi j'essaye plutôt de créer des ponts et essayer de créer des liens entre ces mondes-là, aussi parce que j'ai été un peu dans tous ces mondes-là à la fois. J'ai été chroniqueur sur Backseat avec Usul et Jean Massier, qui sont pas connus pour être les mecs les plus à droite du monde, et à la fois j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC Montréal, j'étais avec des héritiers, putain les mecs et les nanas en fait, ils faisaient des cours de commerce. Mais en fait, ils avaient un héritage de plusieurs millions déjà. Il n'y avait aucun besoin de bosser. J'ai fréquenté un peu tous ces mondes et j'essaye de composer avec. Aucun besoin financier de bosser. Oui, tu as raison. Parce qu'ils avaient de quoi voir venir en termes d'argent, mais on a tous besoin de bosser. Absolument. Je crois. Ouais, je suis assez convaincu. Ok. J'aimerais bien te poser la première question que je pose normalement dans ce podcast. Mais c'était trop intéressant. À quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ? J'étais un gamin avec un grand front sur les photos que je vois, les cheveux très très clairs, mais j'imagine que c'est pas la description physique qui t'intéresse, mais plutôt la description. Les gens me répondent comme ils veulent. Non, j'étais un peu un mec bizarre dans la cour. J'étais assez seul, très très sensible. Je pleurais beaucoup, tout le temps. Et tes parents te laissaient pleurer ? Ça fatiguait un peu mes institutrices parce que j'étais vraiment le gamin qui pleurait tout le temps, quoi. Et pour un rien. Je supportais pas être celui qui se fait remarquer. Bon, bizarre d'avoir choisi ce métier du coup, mais... Ouais. Et non, j'étais un drôle de gamin très calme qui avait assez peu confiance en lui. Je me tenais un peu tordu sur les photos quand je les revois. Ouais, j'étais un peu particulier, mais j'étais très créatif et j'étais souvent dans la lune. Je dessinais, enfin tu vois, j'ai retrouvé des dessins d'une voiture que j'avais inventée, etc. J'avais 7-8 ans. Il y avait quand même des trucs déjà, je crois, hein, j'essaye de pas en faire une réécriture, mais une forme de créativité que j'essayais de développer. Ok. Tu t'es lancé donc Enfin, tu t'es lancé. Non, t'as créé ta chaîne YouTube à 10 ans, donc c'est pas très loin finalement. C'est pas très loin. En fait, le premier contact que j'ai avec l'audiovisuel, c'est pour l'anniversaire de ma maman. Je me suis convaincu à 9 ans que j'allais faire un disque de reprise. Un disque de chansons ? De chansons. Tu joues de la musique ? Et je jouais pas de musique. Et donc, en fait, je ne connaissais rien. J'ai décidé que j'allais faire ce truc. Ça me paraît lunaire quand je regarde un peu en arrière. Je ne connaissais rien. Mais quand je te dis rien, c'est je savais faire du traitement de texte. Je suis allé voir sur Internet. J'avais 9 ans. Hein. Je regardais des trucs, etc. Je tombais sur des tutos. Audacity. Bon, d'accord, j'ai téléchargé. Comment on télécharge un karaoké et on le convertit en MP3. Comment on le plug sur Audacity. Bon, ok, j'ai mes instrus, ça fonctionne. Audacity, c'est un logiciel de traitement de son, quoi. De traitement de son, qui est un des trucs les plus vieux que l'ordinateur ait inventé, quoi. Et ensuite, j'ai branché un vieux micro que mon papa avait. Puis on a fait un disque et donc j'avais mes pistes MP3 que j'ai gravées ensuite sur un CD, parce que ça, mon père savait faire. C'était un peu un des premiers nerds d'internet sur ce truc-là, tu vois. Il aimait beaucoup la musique, donc il téléchargeait. Ça, c'était avant Adopi, hein. Téléchargeait. Puis on avait 5000, 6000, 7000 titres comme ça, volés en vérité, mais sur l'ordi de la maison. Et donc ils avaient fait des grandes compiles. Et donc moi, j'avais créé les fichiers et puis il me les a gravés. J'ai offert ça à ma mère et elle était très contente. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années ensuite. Et une fois que l'audio, ça m'a un peu fatigué, je me suis dit, d'accord, maintenant je vais clipper ces musiques. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai appris le montage comme ça, etc. Et je n'ai jamais fait d'école d'audiovisuel, mais je fais partie de ces mecs et de ces nanas qui ont tout appris sur Internet. Parce que les tutos... Et puis, souvent, en plus, c'est des enfants qui t'apprennent des trucs. Donc, c'est entre enfants, tu vois, il y avait un gamin de 12 ans. Salut, alors pour graver un truc. Et puis, tu écoutais le truc et ça marchait. C'est fou, Internet.
C'est quand même ouf. En fait, j'ai un filleul qui a 13 ans et qui fait des tutos aujourd'hui sur DaVinci Resolve. Ouais. Incroyable. Alors que c'est un logiciel d'étalo hyper poussé C'est de montage, de post-prod. Ultra chaud à gérer, en fait. Et il gère ça à merveille, quoi. Et il a tout appris sur Internet. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Et à la fois, ça fait 10-15 ans déjà que les premiers, tu vois, digital natives, comme disent les médias, que ces digital natives sont arrivés sur le marché du travail et sans formation particulière. Et aujourd'hui, tu lis plus. Moi, je ne lis plus des CV. Ça m'intéresse plus. Je regarde des portfolios beaucoup. Et je demande, là-dedans, t'as fait quoi? Montre-moi ce que t'as fait. Parce que les portfolios, les books dans l'audiovisuel, t'as souvent des mecs et des nanas qui arrivent et qui te balancent un projet énorme. Puis en fait, ils ont été régisseurs café sur le truc. Donc c'est toujours important de vérifier qui a fait quoi. Mais je regarde beaucoup ça, moi. J'aime beaucoup. Et aujourd'hui, tu continues à monter des vidéos toi-même ou tu as une équipe? Tu me disais que tu avais l'équivalent de 12 personnes à temps partiel que sur ta chaîne YouTube. Ouais. En fait, j'ai 3 salariés sur Enfant Terrible. Enfant Terrible, c'est ma boîte de production qui produit mes vidéos. Voilà. Gaspard G, c'est Enfant Terrible, en fait. Y a des youtubeurs qui décident d'appeler leur boîte de prod comme eux. Moi, je trouve que c'était un peu, quand même, un peu mégalomaniaque, tu vois. Et puis, je voulais m'amuser, je voulais faire des t-shirts, des trucs. Ah ouais? Bon, bref. T'as pas encore fait? Non, pas encore. Mais tu vois, j'ai des stickers, des trucs Enfant Terrible, machin. Ah ouais? Ouais. Le mec. Bien. Mais non, mais j'aime bien, mais parce que je voulais pas. Tu te considères comme un enfant terrible? Bah, en fait, mon autre boîte s'appelle Intello et je me considère un peu entre les deux. Alors, Intello, c'est ta boîte de prestations, pour le coup, c'est ça, pour expliquer un petit peu? Ouais, en fait, si tu veux. C'est une agence. Pour recréer, pour essayer d'expliquer un peu mieux, tu vois, donc, j'ai grandi dans le nord de la France. Je suis parti aux États-Unis et à Montréal quand j'étais ado. J'ai fait une grande partie de ma vie là-bas, 7 ans au total. J'ai étudié là-bas et je suis revenu en France en 2020. Et En fait, c'est marrant parce que nous, on s'est rencontrés en 2020. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai que 800 000 abonnés. Mais pour moi, t'as raté, entre guillemets, la première vague de youtubeurs où aujourd'hui, tous les youtubeurs qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, ils ont commencé plutôt en 2013, 2014, 2015, quoi, tu vois. Ouais, absolument. Et je faisais pas partie. Mais là-dessus, pour s'arrêter 2 secondes, j'ai été ghosté par un nombre absolu de créateurs de contenu. Parce que je perçais pas, en fait. Tu vois, pas aussi vite qu'eux. Et des gens, j'ai démarré avec certaines personnes qu'on voit aujourd'hui à la télévision, à la radio et j'en passe, qui ont retrouvé mon numéro depuis, mais qui l'ont oublié pendant un certain moment, tu vois. Et c'est dur. Et d'un autre côté, ça fait partie aussi de la réalité du métier. Et moi, heureusement que j'ai appris ça tôt, parce que ça m'a permis de construire un cercle autour de moi qui est tout sauf des paillettes, tu vois. J'ai aucun compte certif à mon anniversaire. Ah. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, tu dirais que les comptes certifs, c'est les gens qui... Ouais, j'en fais des caisses, tu vois, mais non, je préfère vraiment avoir des... mes potes travaillent pas du tout dans cet écosystème et c'est tant mieux, vraiment. Parce que tu crois qu'il y a un truc où il y a un peu des intérêts amicaux et professionnels qui finissent par... Absolument. Et d'ailleurs, ça crée un environnement assez toxique en général quand on voit que le monde pro, tu vois, se mélange trop au monde perso. Ça crée des mecs et des filles qui en font trop. Par exemple, T'es en train de te demander si tu vas raconter un truc ou pas. Ouais, exactement. Non, mais de manière générale, un Gérard Depardieu ou un Patrick Poivre d'Arvor, c'est des mecs qu'on a considérés plus comme des humains à un certain moment, mais qu'on a glorifiés, starifiés, et qui ont profité de ce pouvoir et qui ont fait des abus sur des femmes et de manière générale auprès de leurs collègues en étant des merdes. Voilà. Tu vois, le format de Cyrus, êtes-vous des merdes? Je pense qu'il cochait pas mal de cas, ces deux-là. Et il y en a beaucoup des comme ça. Je trouve que c'est important qu'il y ait que ce métier, même s'il y a une face publique,
qu'on puisse te redescendre dans ton intimité, dans ton entourage proche, et te faire comprendre que, ok, ouais, non, mais c'est pas pour ça que tu vas pas faire la vaisselle, et c'est pas pour ça que tu vas pas t'intéresser à tes proches, parce que ça ne veut rien dire, quoi. Et je pense que c'est hyper important de prendre ça comme un métier comme un autre. Mais c'est pas évident. C'est pas parce que tu fais la meilleure baguette de pain de Paris que tu peux te permettre de pas souhaiter l'anniversaire de ton meilleur pote. Ça n'a aucun sens. Bah, c'est un peu la même chose avec YouTube et Internet, quoi. Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que t'as pas forcément créé d'amitié forte dans le boulot. Très, très peu. Ok. Il y a un type que je porte vraiment dans mon cœur et c'est toujours important pour moi d'expliquer à quel point ce type est un bon humain. C'est Simon Puech. Tu le connais? De loin. Et bah voilà, c'est un type. Et d'ailleurs, on fait un contenu qui est assez similaire. Et je trouve que c'est un humain extraordinaire. C'est globalement, il y a assez peu de youtubeurs, d'instagrammeurs et autres que je porte 100% vraiment dans mon cœur. Évidemment, j'ai des affinités avec un certain nombre de personnes de cette industrie, mais c'est pas forcément des gens que tu inviterais à ton anniversaire, comme voilà, tu disais. exactement. Mais par contre, on se voit dans les soirées, on dîne ensemble, on prend des pots, etc. Mais j'ai un peu ce truc où je crée toujours une barrière. Je mets toujours une barrière. C'est important. Ok. Et pourquoi? Et parce que j'ai peur d'être déçu, tu sais. C'est un peu le type qui s'est fait quitter par son ex il y a très longtemps et qui aujourd'hui a beaucoup de mal à réaccepter quelqu'un dans sa vie. Ok. Il y a un peu de ça. Désolé. Non, pas désolé. Pourquoi tu dis désolé? Non, pas désolé, mais c'est une forme de fragilité aussi, tu vois. C'est de se connaître et de se dire, moi, j'ai été blessé, donc du coup, je rouvre pas ces portes-là. Et t'as été blessé parce qu'à l'époque, tu cherchais à faire partie du game, entre guillemets, absolument, c'est ça? Ouais. Et que bah, en fait, à un certain moment, mes vidéos ont moins bien marché en 2015-2016. Et c'est comme je te disais, il y a des types et des nanas avec qui j'adorais prendre des verres, et puis bon, bah. Mais c'est hyper ingrat comme milieu, mais tout est comme ça. Enfin, tout est comme ça. La politique, c'est comme ça. Le monde de la Startup Nation, c'est comme ça aussi. J'ai des potes qui bossent en politique, putain. Là, il y a eu un remaniement récemment. Il y en a un qui était DIRCAB adjoint. Ah bah, ils se font tège du jour au Il lendemain. a sauté. Il a sauté et voilà. Et to be continued. Et il va réussir. Mais oui, c'est pas pour le plaindre. Non. Mais ça n'empêche pas que j'imagine la violence du truc voilà, tu dégages comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est un monde, c'est très très opportuniste comme métier. Ok. T'as commencé ta psychanalyse à cause de YouTube? Non. Mais à cause ou grâce? J'ai toujours été fan des psys. Ça n'a rien à voir avec ton métier? Et avec la facette publique de ton métier? Je pense que... Mais non, mais en fait, je pense que à partir du moment déjà où tu fais un job où c'est te filmer 2 jours pleins par semaine, c'est qu'il y a un truc à un moment donné qui a un peu sauté dans ton cerveau, tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, tu vois. Et d'ailleurs, je réalise que c'est bizarre comme job quand je dois télétravailler et vérifier un montage dans le train, par exemple. Je vois ma grande gueule. Et tu sais, ma voisine de train qui me regarde toujours un peu de biais et comment expliquer que je passe 30 minutes là à me regarder et à faire putain, là je suis pas sous mon meilleur jour, tu vois, je vais faire ce commentaire là à mon monteur. C'est quand même... Non, mais c'est le genre de truc que tu fais? Le genre de commentaires? Non, en général c'est plutôt des commentaires de rythme, etc. T'es soucieux de ton image? Je suis soucieux de ce que je raconte, mais j'essaye de l'être de moins en moins. Attends, c'est pas pareil. Bah si, parce que... T'es soucieux de ton image, je parle vraiment de ton image. Ah, le physique? Pas du fond. Non, le physique, malheureusement. Mais il faudrait que je fasse plus gaffe. Je m'habille pas... tu vois, je suis toujours hyper cerné, etc. Non, je fais pas super gaffe là-dessus. Ok. J'ai pas 1000 photos sur Instagram, etc. Quand je me trouve un peu frais, tu vois, j'essaie de poster. Des beaux gosses sur Insta. Il y a des photos que j'essaie de... là. Il y a des toffs, tu vois, en vacances où je me dis, ok, vas-y. Attends, je pense à ta photo là où je sais laquelle tu vas mettre. Je suis un peu torse nu. Alors, j'allais même pas parler de celle-là, j'allais parler de celle avant où tu parles de ton reportage en Ukraine, là, où tu es plutôt en mode je regarde au loin, je suis Gaspard G, je suis présentement en train de regarder. Tu la vois, celle-là, regarde, bonjour. Je ne regarde pas l'objectif. Ouais. Non, alors cette photo-là, elle a été prise par mon cadreur quand j'étais à Kiev, justement. T'es pas en train de poser? En Ukraine. Non, je suis pas en train de poser. Mais on pourrait croire.
Oui, Je vous complètement. mettrai le lien dans les notes pour aller la voir. Parce qu'on pourrait croire que tu es là. Je suis reporter, grand Absolument. reporter de guerre. Non, cette photo, on peut croire en effet que je pose. C'est une photo qui a été prise sur le vif et que j'aime beaucoup parce qu'elle est à Kiev. Je me trouve pas... Honnêtement, c'est pas la photo où je me trouve le plus gosse beau, tu vois, de mon Insta. Non, mais t'es inspiré, quoi. T'es inspiré, t'es inspirant. T'es là, regarde. C'est compliqué pour un... En vrai, je me suis longtemps trouvé très moche. Et du coup, c'est compliqué pour un très moche de faire un métier... Enfin, pour un ancien mec qui se trouvait très moche de faire un métier d'image aujourd'hui. Je sais pas si ça résonne, tu vois, chez certaines personnes qui peuvent nous écouter, mais j'ai eu longtemps... je me suis longtemps trouvé pas beau. Et du coup, ça c'est souvent dû à la puberté et l'adolescence, tu vois, chez les garçons ou les jeunes filles, pareil. Et une fois que j'ai grandi, je me suis trouvé moins laid. Et puis, je crois que c'est les filles, tu vois, mes fréquentations, mes copines dans le passé qui m'ont progressivement fait donner confiance en moi. Dis donc, t'es beau gosse. Ouais, mais c'est vrai, c'est particulier. Moi, la première fois qu'on m'a dit que j'étais beau, je pense que j'avais 20 ans, tu vois. Et j'étais pas beau, j'étais beau dans les yeux de la personne qui me regardait. C'est particulier de faire ce job-là. Mais tu vois, j'allais te dire, moi, alors je sais que j'ai pour rebondir sur moi, mais j'ai du mal avec mon image, j'ai eu beaucoup de mal avec mon image. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai tourné des milliers de vidéos sur Mademoiselle, mais je me mettais derrière la cam. Oui, c'est vrai. J'étais jamais devant. On n'entendait que ma voix. Et en fait, le sujet, c'était la personne que j'étais en train de filmer. Et c'est marrant parce que tu n'as pas fait ça. C'est-à-dire que dès tes toutes premières vidéos, même quand tu es tout môme et tout, tu parles face cam, quoi. Ouais, il y a quand même une période qui a complètement disparu de YouTube et que j'ai fait disparaître, qui est entre mes 13 et mes... On peut trouver des vidéos de moi, je pense, entre mes 10 et 13 ans. Mais alors, de mes 13 à 17, 18 ans, faut y aller pour trouver des trucs sur cette période-là. Parce que je me trouve... parce que j'ai énormément d'acné, j'ai une voix qui part un peu n'importe comment. Salut, je m'appelle Gaspard. Ouais, voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé assez courageux dans le docu de Squeezie là, qui est sorti, merci Internet, c'est que Lucas et Théodore Bonnet ont ressorti des vidéos de Squeezie, mais à l'ancienne, quoi. Les vidéos où il a énormément de tocs, on le voit avec beaucoup d'acné, une grosse boucle d'oreille, un visage d'ado qui n'est pas la période la plus... Squeezie est beau gosse aujourd'hui, mais il avait un visage assez ingrat quand il était ado. Je trouve ça assez fort d'avoir montré ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent un peu de cacher ces trucs-là. Ouais, ça me rend toujours un peu triste quand je vois les youtubeurs qui ont percé, tu vois, qui enlèvent leur première vidéo parce que ça enlève un peu le chemin qu'ils ont pu parcourir, tu vois. Je trouve que c'est un peu dommage. Ça a fini par enlever un peu de la magie de... Ok, en fait, tu vois, quand j'ai commencé, en fait, mes vidéos, elles étaient éclatées, quoi. Et ça veut dire que si toi, tu te démarres aujourd'hui, tu peux faire des vidéos éclatées, c'est pas grave, c'est cool. Et tu sais que cette logique... Bon, moi, j'essaye vraiment d'être ambassadeur de ce motto que tu viens de citer, qui est ton premier podcast, ta première entreprise, ton premier dessin, ta première vidéo, ce sera forcément éclaté. Parce que tu es obligé de passer par cette phase-là. J'essaie vraiment d'être ambassadeur de ce truc-là. Je le répète, à tout va, etc. Et en fait, même ce truc-là, je continue de le cultiver aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis un perfectionniste de la mort. Je trouve que passé 2 semaines, il n'y a aucune vidéo qui vaut la peine d'être publiée sur ma chaîne. Parce que on a fait des progrès. Chaque vidéo, on progresse avec mon équipe. Putain, je regarde une vidéo d'il y a 6 mois, ça prend des plombes à démarrer. Je me dis, je me fais chier. Je regarde une vidéo d'il y a 1 an, on a une caméra de merde. Je me dis, mais c'est moche. Et tu vois, et en fait, du coup, continuellement, je pense que ce motto, il doit te nourrir dans ta créativité et quand tu essayes d'être porteur ou porteuse de projet. Et ça doit te nourrir parce que c'est clair que ce sera forcément éclaté et je serai forcément meilleur demain. Tu sais, je suis en train de me rendre compte que je t'ai vraiment amené sur ta chaîne YouTube et la prod de ta chaîne YouTube. Et je sais pas pourquoi on est parti sur Enfant Terrible et machin. Et en fait, tu étais en train de raconter ton business model tel qu'il existe. Donc, tu as ta chaîne YouTube qui s'appelle donc Enfant Terrible. Non, qui s'appelle Gaspard G. Qui s'appelle Gaspard G, mais... Ma société de prod s'appelle Enfant Terrible. Voilà. Et tu as une boîte qui s'appelle Intello et qui est plus, on va dire, une agence de création de contenu, de gestion de talent aussi, c'est ça? Exactement. Ouais. Bah, pour faire simple, du coup, en 2020, l'année où on s'est rencontrés, je suis rentré en France et j'ai monté une boîte qui s'appelait Ask Gasp. C'est
un moment de ma vie, en 2020, où je te dis, mes vidéos, elles marchent plus. Hmm. Mais je sais que je veux faire ça. J'ai 150 000 abonnés sur YouTube. Mais je sais que je veux faire ça. Je sais que je veux en faire ma vie. On m'a proposé un CDI bien payé à Montréal dans une boîte de pub dans laquelle j'ai bossé, qui s'appelle Seedly, qui est extraordinaire. Et j'ai refusé ce CDI et j'ai quitté Montréal, j'ai quitté le Canada pour revenir en France à Paris. Ma mère était folle parce que elle trouvait que c'était... elle a beaucoup manqué d'argent quand elle était plus jeune. Et du coup, il y a un truc où on ne peut pas refuser un CDI. C'est pas possible. On peut pas jouer avec ça. Bon, j'ai joué quand même. Et Faut que t'envoies Histoire d'argent à ta maman. Hein. ouais, je le Un ferai. super podcast sur l'argent. Je le ferai. Et du coup, j'ai monté cette SASU, pour employer des termes Ah très oui. techniques, qui s'appelait Ask Gasp. Et c'était vraiment demandez-moi n'importe quoi. J'ai besoin de payer mon loyer, donc je vais faire des trucs. Et donc là, j'ai fait beaucoup de films d'usines, d'entreprises, etc. Parce que j'ai fait des cours de podcast aussi. Je sais pas quelle légitimité je me trouvais, mais enfin, j'étais bien payé pour faire ça. Donc voilà. Et en fait, j'ai réussi à générer rapidement ce petit revenu. Je gagnais 2-3 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Je dis de chiffre d'affaires parce que c'était donc déjà une SAS, donc j'étais imposé dessus, machin. Mais donc, j'arrivais à payer mon loyer. Et je m'étais dit, je vais passer la moitié de ma semaine à faire des films d'entreprise et des trucs qui me font radicalement chier. L'autre moitié à faire ma chaîne YouTube. Et plus ma chaîne YouTube marchera, moins je ferai des films d'entreprise. Bon, et finalement, ma chaîne YouTube a pas si bien marché que ça tout de suite. En revanche, mon activité de producteur de contenu commençait à bien se développer. Et puis à côté de ça, même si je faisais des vidéos qui faisaient 10, 15 000 vues, pas beaucoup plus en général sur YouTube à l'époque où je me suis relancé, on me proposait quand même des partenariats. Avec des boîtes très B2B, tu vois, des Engie, des BNP Paribas et j'en passe. Bon, ok. Et en fait, on m'a proposé tellement de trucs que j'arrivais pas à gérer. Donc j'ai commencé à prendre une première stagiaire et puis on redispatchait certains de ces contrats-là à d'autres créateurs et créatrices de contenu qui avaient un petit peu ma ligne éditoriale. Et puis en fait, il y en a eu tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, si on est très rationnel aujourd'hui, les marques médias ne sont plus des logos mais des visages. On est en train de basculer d'une ère où il y a eu pendant longtemps la presse, ensuite la radio, la télé, puis les pure players, comme on les appelait sur Internet. Et puis aujourd'hui, on a shifté dans une ère où il y a quand même une vraie prime aux créateurs et aux visages. Donc, allons-y là-dessus. Je vais monter la première agence de créateurs qui font du contenu intelligent, du smart content, tu vois, du contenu autour de l'information, de l'éducation, de l'environnement, et j'en passe. J'ai monté cette boîte, je l'ai renommée en fait, j'ai pris cette SASU et je l'ai renommée. Et cette SASU est devenue une SAS. Pourquoi le U a pété ? Parce que j'ai fait rentrer un actionnaire qui s'appelle Xavier Niel, et je suis allé lever de l'argent auprès de lui. Alors attends, Ouais. j'ai déjà entendu parler. C'est pas un mec qui fait des vidéos YouTube sur le studio Bagel à la base ? Je l'ai pas celle-là. Mais c'est Jérôme Niel. Ah oh pardon, là là. excuse-moi. Pardon. C'est son frère. Non, C'est- pas du tout, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je pense pas. Donc Xavier Niel, qui est donc le fondateur de Fondateur de Free. Fondateur de Free. Et business angel, investisseur dans plein de boîtes. Milliardaire français, gendre de Bernard Arnault, notamment. Incroyable cette histoire, vraiment, ouais. cette take. Tellement de trucs. Et qui arrose une partie de l'écosystème startup en France. Donc, je suis allé lever des fonds chez lui. Enfin, tu dis ça comme si t'avais claqué des doigts pour... Pardon. Alors, je vais reprendre du coup. C'était beaucoup plus... En fait, c'était compliqué. Et à la fois, ça s'est fait de manière assez fluide. C'est assez particulier. Et pourtant, ça a été le plus gros banger de ma vie à cette époque, tu vois, parce que je suis passé j'avais 260 euros, tu vois, sur mon compte courant à 170 000 euros, quelque chose comme ça, quand je suis allé lever. J'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. J'ai cru que j'étais Rothschild, tu vois. Je suis parti en... Je suis pas tant que ça parti en couille, mais... Aujourd'hui, tu te marres parce que tu as beaucoup plus d'argent, mais c'est vrai que la première fois où ça t'arrive, ou que tu as de la trésorerie sur ton compte en banque, c'est énorme, quoi. Ouais. Et puis, en fait, pour être honnête avec toi, aujourd'hui, j'ai pas 150 000 euros de trésorerie. Hein. J'espère pour toi. Bah non, mais Ça veut dire que tu réinvestis une Oui, partie. pardon, ok, d'accord. Ouais, non. Mais oui, j'ai une trésorerie qui tourne. Mais c'est vrai que le rapport à l'argent change à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je décide de lever des fonds. Je me dis, ok, ce que m'a apporté mon école de commerce, ce que m'a apporté YouTube, c'est une connaissance de ce marché.
Je sais, d'ailleurs, je parle de marché, tu vois. Mm. Déjà, il y a je connais ce game. Voilà. Et donc, ça fait 10 ans que je suis là-dessus. Mm. Et puis, ce que m'a apporté mon école de commerce, c'est aussi de savoir monnayer et créer quelque chose qui me dépasse à plus grande échelle et qui peut être mis à échelle, justement. Scaler, comme disent les bons start-upers. Je sais que tu adores ces termes. J'adore. Tout ce qui est scalable, moi, j'achète. Mais dans cette logique-là, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance. J'ai pris contact avec un type que je suivais sur Twitter, qui était un peu dans cet écosystème de la Startup Nation. On a pris un café, il m'a présenté un autre gars, qui m'a présenté un autre gars, qui m'a présenté à Jean de Roche-Brochard, qui gère les investissements de Xavier Niel, qui à la base n'était pas du tout convaincu, et qui a dit c'est pas pour nous. Donc déjà le premier mail de Jean, qui est aujourd'hui au bord de ma boîte, c'est pas pour nous, on va pas y aller. Je comprends rien à cette créateur économie, puis c'est pas scalable. Donc next. Beaucoup d'anglicisme dans son mail. Oui. Souvent comme dans la Startup Nation. Oui. Et puis finalement il y est allé. Je pense que à cette échelle-là, même si 150 000 euros ça peut paraître beaucoup. En fait, dans la Startup Nation, c'est peanuts. C'est un ticket. Ouais. Et c'est un ticket. Petite baguette. Voilà, exactement. Et donc, eux, ils décident à ce moment-là d'investir, je pense, plutôt sur. Tu vois, j'ai 23 ans, ils décident d'investir sur ce petit bonhomme, tu vois, qui revient de Montréal et qui se dit ok, je vais tenter un truc. Et donc, ils décident d'investir là-dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est en levée de fonds et on va lever beaucoup plus. Mais tout ça, du coup, me permet en 2021, officiellement de lever auprès de Niel, de créer Intello et de se développer. Et donc aujourd'hui, Intello, c'est une boîte qui fait près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, qui a une dizaine de collaborateurs, qui représente une vingtaine de créateurs de contenu, qui sont dans des thématiques variées, mais qui ont tous en commun le fait de miser sur l'intelligence des foules. Ok. Et on a des clients qui sont aussi assez importants et qui sont facilement identifiables. Ce sont des groupes, en général, comme des groupes du CAC 40, des institutions publiques. Je pense à BPI France, à Caisse des Dépôts, à Engie, à Air Liquide, et j'en passe, qui sont aujourd'hui nos clients, et qui sont des boîtes qui ne peuvent pas faire d'influence, même si j'aime pas trop le terme, de marketing d'influence auprès de youtubeurs très grand public, entertainer ou lifestyle comme Lena Situation ou Squeezie. Par exemple, Engie, qui doit expliquer en quoi leur nouvelle offre verte d'énergie pour les TPE, PME, ce truc-là, ils vont pas faire une campagne d'influence chez Lucas Squeezie. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'intéresse pas son public. Et puis honnêtement, je pense que Squeezie n'a pas du tout envie aussi de faire ce truc-là. BPI France, pareil, ça peut paraître pas très sexy. Et pourtant, c'est hyper important. Là, on va voir un créateur qui est spécialisé BPI, c'est la banque... Ouais, pardon, la banque publique d'investissement. Voilà. Et on va voir un influenceur, un créateur influent, comme on dit, nous, qui est spécialisé dans la finance. Ok. Voilà. Donc, c'est ces créateurs et ces créatrices-là qu'on essaye de représenter et qu'on fait, et on fait ça depuis 2 ans et demi. Trop bien. Bah, dis donc. Voilà. Je sais plus sur quoi j'allais rebondir. Tu m'as séché. En plus, en ce moment, je te l'ai dit, comme on est en train de lever, je suis sur mes pitch decks. Ouais, donc, du coup, je suis bourré d'éléments de langage. T'es chaud, là. T'es chaud, le mec. Là, je suis sur le mec m'a fait mon pitch. Je suis sur BFM Business, là. Est-ce que tu prends un ticket ou pas? Le mec m'a fait son pitch. Mais bravo, bien joué. Est-ce que tu as la sensation que, en fait, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est, j'ai l'impression que tu as créé cette boîte Intello, quelque part à la base, pour compenser le fait que ta chaîne YouTube te ramenait pas de l'argent, quoi. Là, j'imagine qu'aujourd'hui, ta chaîne YouTube te ramène de l'argent. Ouais. Et j'espère, si tu as 14 personnes, enfin 12-14 personnes qui travaillent en temps plein équivalent, j'espère que ça crache. Je me demandais à quel point tu arrivais à équilibrer correctement ton activité sur les deux, quoi. Parce que là, tu as 2 jobs à plein temps, quoi. La règle d'or, alors, sur l'équilibre pro, dans mon agenda, j'y reviendrai, mais sur la partie financière, qui est quand même un peu le nerf de la guerre, la règle d'or, c'est que le média perd de l'argent et la boîte de pub en gagne. Et à la fin, si je fais 0, je suis content. Et
aujourd'hui, c'est très important de le dire, je n'ai aucune épargne. Là, aujourd'hui, sur mon compte en banque, j'ai moins de... Je sais pas, on est quoi? On est le 15 là. Ouais, on est le 15 février. Je sais pas, je dois avoir 800 € quoi, pour terminer mon mois. Et c'est bien, je suis content. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me verse pas de dividendes. Je prends le pari que tout ça, ça va être une aventure sur le temps long et qu'il faut continuellement réinvestir. Dès qu'on a eu des bons succès commerciaux avec un télo, je crée un job, je crée un poste. Je veux continuellement réinvestir cet argent. Et tu te payes pas? Alors, je me paye, je suis salarié d'un télo, mais je ne me paye pas, par contre, sur Enfant Terrible. Enfant Terrible, c'est une boîte qui fait, je sais pas, peut-être... la chaîne, elle doit rapporter entre 500 et 600 000 €, je pense, annuellement, au total, avec les partenariats, les trucs, etc. Donc, Gaspard G, ça doit rapporter à peu près ça. Peut-être que je le minore un peu, ça doit peut-être plutôt être 700 800, je n'ai pas exactement la tête dans les chiffres. Mais c'est à peu près ça. C'est moins d'1 million, mais c'est plus de 500 000. Voilà. Ok. Tout ça est à l'équilibre. C'est exactement ce que ça me coûte à dépenser. Ouais. Donc je fais 0 €. Oui. Et c'est pour ça, une vidéo, moi, à produire, les gens me disent « Ah putain, tes montages ils sont vachement bien, etc. » Ouais, bah, bon les gars, mais mon monteur, je le paye 3 ou 4 000 € la vidéo, quoi. Enfin, ça dépend évidemment de quel format, mais sur un très long format, mes montages peuvent me coûter jusqu'à 5 7 000 €, étalonnage, montage, et tu vois, compris. Ça prend... Tout ça coûte beaucoup d'argent. Et je veux miser sur la qualité. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je passe au tiroir caisse pour quand même pouvoir, tu vois, m'acheter un appart, une fois que j'aurai des enfants, enfin faire quelque chose, tu vois, qui ait du sens. Pour le moment, j'en ressens pas le besoin et Et tu as la sensation qu'aujourd'hui, tu es obligé, pour perdurer à ce stade-là, à ce niveau-là dans le YouTube Game, de mettre 3, 4, 5, 6 000 € Pour perdurer, non. dans ton montage, enfin dans tes vidéos d'une manière générale. Pour perdurer, non, mais pour être le premier, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, si je veux un jour avoir une chaîne YouTube qui ait 4, 5, 6 millions d'abonnés et qui soit et devenir un créateur un peu référent sur l'actualité, la société, la politique, il va falloir que je continue d'investir. Déjà parce qu'il y a des super mecs et nanas qui arrivent sur cette niche-là et que j'ai envie vraiment de rester dans les premiers. C'est ça qui m'intéresse. Et puis aussi parce que, bon, bah, il y a un premier que tout le monde connaît. C'est Hugo. Que j'ai aussi envie d'aller un peu challenger. Ok. Hugo, il a combien aujourd'hui? Hugo, il a beaucoup d'abonnés. Il a 2 millions d'abonnés, je pense. Ok. Et il est... Mais pour le coup, Hugo a commencé plus tôt que toi, quoi, quelque part. Dans cette, ouais. Il était le premier, quoi. Ça a été le premier. Et il y a ce... En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est... Ils sont tellement forts. Ils sont très forts. Et je le dis aussi parce que j'ai beaucoup d'amis. Enfin, beaucoup d'amis. Non. J'ai un de mes meilleurs amis et l'un de ses bras droits. Et je trouve ça tellement inspirant d'être challengé au quotidien sur cette niche par des types et des nanas qui sont aussi jeunes et aussi forts. Ce qui fait que nous, en fait, on le vit pas du tout. Souvent, on m'a dit, tu peux pas imaginer le nombre de fois dans une espèce d'interview de trucs, on me dit, ok, vous êtes le Hugo Décrypte blond. Ça m'agace parce que déjà, j'ai pas le sentiment de produire exactement la même chose. J'ai pas le sentiment d'être Hugo pour le connaître un petit peu. J'ai pas le sentiment qu'on soit dosé pareil, tu vois, à la naissance. Coller, ouais, c'est ça. Ceci étant dit, c'est hyper challengeant parce que du coup, on voit des mecs et nanas qui repoussent l'impossible tout le temps et qui font toujours plus avec des ressources qui sont pas celles d'un grand groupe média. Donc du coup, c'est hyper inspirant pour nous en équipe de se challenger autour de ça. Ok. Et vous bouffez ensemble de temps en temps avec Hugo? Vous connaissez un peu ou est-ce que vous... On s'est connus quand on était pas des ados, mais des étudiants à Montréal. Ouais. Parce qu'il a fait plusieurs passages là-bas. On est sortis en boîte, etc. On a dansé sur du reggaeton ensemble dans des endroits. Truc bizarre déjà. Truc un peu bizarre. Non, mais si tu reviens 10 ans, si tu reviens dans 10 ans sur je sais pas, c'était peut-être en 2018, quelque chose comme ça, 2017, sur cette période-là, tu dis, attends, quoi? Est-ce que c'était vraiment ces mecs-là? En plus, on a une image quand même assez, pas sérieuse, mais les gens, ils nous imaginent pas nécessairement danser en boîte de nuit, tu vois. Du coup, il y a un peu ce truc-là. C'est toujours un peu particulier, d'ailleurs, de doser ce truc-là. Non, aujourd'hui, on se connaît toujours, enfin, on s'appelle de temps en temps. On prend des nouvelles et
et on se croise beaucoup dans des événements parce qu'on est invité Oui. souvent sur des trucs un peu similaires, etc. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et, et j'ai une vraie admiration pour ce type. Et de manière générale pour son équipe. Parce que je pense que c'est important aussi de pas toujours parler Bien sûr. du gars ou de la nana, mais de parler de l'équipe. Oui. Il y a une grande équipe autour de lui. Ouais, Hugo. il y a une vingtaine de personnes maintenant. C'est fou, Énorme. c'est incroyable. Et dès qu'il y a une victoire côté Decrypt, tu vois, pour parler du groupe, je considère aussi que c'est une victoire de manière générale pour Internet. Tu vois, l'interview d'Emmanuel Macron qu'il a fait, j'ai reçu tellement de messages de gens qui m'ont dit bon bah voilà, encore pour lui, tu vois. les gens sont méchants parfois, et c'est un peu cruel à jouer un peu les arbitres. C'est méchant ou Bah, c'est challengeant pour toi? Quand c'est bien dit, quand c'est constructif, c'est hyper challengeant. Mais parfois ça peut être un peu tox aussi. Par contre, nous de notre côté, dès qu'il y a cette victoire-là, je considère que c'est une victoire. Ça permet de reconnaître un peu plus tout le travail. Puis parce que depuis tout à l'heure, on parle d'Hugo, mais il y en a tellement d'autres. Il y a Jean Messier, il y a Simon Puech, il y a Charles Villa, il y a Camille Reporter, il y en a tellement. Et j'essaye aujourd'hui de les accompagner d'ailleurs en les faisant signer chez Intello. Mais il y a tout un écosystème qui se construit de néo-journalistes sur Internet. Et il faut absolument les accompagner. Donc là, pour le moment, je pense que la chaîne, tu vois, des fois, il y a des rapports YouTube qui sont faits. Je pense pouvoir dire assez sereinement qu'on est la deuxième chaîne YouTube. Et je dis honte, comme si j'étais un peu bipolaire, mais parce que je parle du collectif, tu vois, qu'il y a derrière d'informations, tu vois, New Gen, basées sur un créateur, parce qu'évidemment, Brut, Combini, etc., et d'autres ont plus d'abonnés que nous. Mais il y a tout plein de mecs et de nanas derrière qui arrivent aussi en force et qui gagnent chaque année 200, 300 000 abonnés. Et ça va avec la maturation des audiences. On est une audience qui avons grandi sur Internet et aujourd'hui, à l'époque, on regardait Cyprien, Norman et j'en passe. Et aujourd'hui, on vote, on paye des impôts, on veut s'instruire, on veut s'informer et on n'a pas rallumé la télé ou la radio de nos parents. Donc du coup, on doit avoir du contenu à notre disposition. Tu regardes plus la télé? Je regarde la Starac sur TF1+. Donc, mais en replay alors pour le coup? Ouais, ça m'arrive de regarder en direct. Okay. Parce qu'il y a quand même ce côté où quand il y a un événement, tu veux être au courant en même temps que tout le monde. J'imagine que tu étais devant la finale donc, samedi soir. J'étais pas devant la finale parce que j'avais un date avec ma copine, mais j'ai bien rattrapé, t'inquiète pas. Pour bien pas se faire spoiler, c'est ça? J'ai pas ouvert Twitter ou les infos. J'ai bien rattrapé ma petite finale. Team Julien d'ailleurs, je trouvais Julien très fort. Écoute, je n'ai pas suivi, étant donné que je suis quadra. Je n'ai pas cette vibe nostalgique pour la Starac. C'est fou. Non, mais par contre, c'est dingue aussi tu vois, Endemol qui décide de miser sur la nostalgie de la Gen Z. Endemol, c'est la société de production qui produit la Starac, qui décide de miser sur la nostalgie. Mais une nostalgie de jeunes. Bah oui. C'est marrant. Oui. Je trouve ça c'est assez fou comme... C'est étonnant comme je trouve que justement cette nostalgie démarre de plus en plus tôt. C'est-à-dire que je crois pas, moi, quand j'avais 25 ans, être nostalgique de quand j'avais 12 ans. Ah, c'est drôle. Je suis pas sûr. Ouais. Je suis vraiment pas sûr. Je réfléchis, mais je sais pas. Ça vient avec une forme de cynisme et de nihilisme un peu de notre génération, tu vois, sur l'état actuel du monde, etc. Je sais que tu as des filles, je sais pas comment elles vivent aujourd'hui, tu vois, par exemple le réchauffement climatique ou ce genre de choses. Elles ont la santé mentale dans les chaussettes, hein, tu vois, mais comme plein d'ados. Suffit d'aller voir n'importe quel psy qui va te raconter qu'avant ils travaillaient beaucoup moins, qu'aujourd'hui la plupart des psys, en tout cas moi les psys que je connais, que je côtoie, me disent qu'avant ils n'avaient pas de quoi remplir leur samedi matin et qu'aujourd'hui en fait ils remplissent tout leur samedi matin et qu'ils n'ont plus jamais un créneau de libre, quoi. Et que la plupart de leurs patients sont des gamins, sont des ados. Donc ça a du sens pour les producteurs de miser sur cette espèce de chose un peu réconfortante pour représenter la nostalgie. Et c'est vrai que moi, quand je regarde la Starac à 26 ans, j'ai l'impression d'être le même gamin à 7 ans qui avait le droit de veiller tard le soir, tu vois, avec son plaid et ses bonbons à côté, pour pouvoir... et avec un feu de cheminée, tu vois, c'est ces mémoires-là que j'ai, à la campagne. Je regardais la Starac et je regardais Grégory Le Marchal face à... Rest in peace. Lucie. Ouais. Qui a volé l'orange.
Du marchand. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Merci beaucoup, Gaspard. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? En fait, j'ai une crainte, et tu me diras ce que t'en penses. C'est que j'ai été un peu partout. Et du coup, peut-être nulle part à la fois. Mais je trouve que ça me représente bien aussi dans ma manière de communiquer avec les gens. J'aime bien, quand on ouvre des portes, j'ai du mal à les refermer. Ouais, mais moi, ça m'allait très bien en tout cas. Ok. Bah, moi, j'ai passé un très bon moment. Bah, pareil. Et c'est ça qu'on veut. Et j'imagine que les gens derrière leur micro, pas du tout, les gens derrière leurs écouteurs auront passé également un bon moment, quoi. Bon, bah, c'était chouette. Des Merci. bisous. Bisous. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.